Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 389e édition de la série OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la gestion, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 389e édition, nous avons retenu pour thème contrôle de qualité dans le domaine du bâtiment. Pour avoir cette émission, je dirais le thème assez opportun, nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir le président du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens et un membre de cette corporation. Ce sont deux professionnels qui spontanément ont accepté de se rendre disponibles pour partager avec vous le fruit de leur observation. Je veux citer l'ingénieur Henri-Claude Muller-Poitvien, qui fait office de président du collège, et l'ingénieur Patrick Saint-Louis. Nous leur disons déjà un grand merci, puisque nous parlons de contrôle de qualité post-12 janvier 2010. Messieurs, bienvenue à notre émission. Salut. Merci et merci M. Payan. Je veux saluer les internautes et les téléspectateurs et téléspectatrices et de l'émission OCPA Magazine. J'aurais aimé faire une toute petite rectification dans le titre. Je suis architecte d'abord, et formation architecte, mais en Haïti, comme j'ai étudié à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, on sort avec un diplôme d'ingénieur et d'architecte, parce que nous avons suivi une formation d'ingénierie civile aussi. Mais dans la pratique de tous les jours, je me qualifie comme étant un architecte et non pas un ingénieur. Et donc, nous sommes là justement pour parler de normalisation et un petit peu de ce que fait le collège également, parce que je pense que c'est une opportunité et je t'en remercie aussi de nous avoir donné cette opportunité pour informer le grand public de ce que c'est que le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Alors je commence par préciser rapidement que ce n'est pas une université, ce n'est pas un institut académique. C'est une corporation. C'est une corporation qui normalement devrait être un ordre, a un statut d'ordre, puisque c'est un décret qui a créé cette entité, un décret du 25 mars 1974. On pourra revenir là-dessus, donc je vais passer la parole à Patrick pour pouvoir se présenter. Bon, moi je suis Patrick Saint-Louis, je suis un ingénieur avec un parcours, j'ai 15 ans à 18 ans d'expérience en ingénierie en Haïti. Et j'ai eu 15 à 16 ans d'expérience au Canada, au Québec. Je suis membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Au Canada, j'ai fait 2 diplômes de cycle supérieur. J'ai eu un DESS en structure et en géotechnique. Et après le 12 janvier, j'ai été très sensibilisé par ce qui s'est passé. Je suis venu sur plusieurs missions post-sismiques en Haïti. Et après, j'ai fait une autre maîtrise en génie parasismique à l'École polytechnique de Montréal. Très bien. Donc, messieurs, je vous souhaite déjà la bienvenue et le public va pouvoir profiter de votre présence à cette émission. On prend une pause, on vous revient.
Comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre reçoit des inscriptions à son local de 9h à 4h p.m. Ceux qui voudraient intégrer la corporation, eh bien, ils peuvent le faire. L'ordre organise également, chaque mois, un événement sous le label Jeudi mensuel de la comptabilité. Un événement ouvert aux membres de la corporation, d'ailleurs ça compte pour la formation continue, et au grand public. Étudiants, chercheurs, hommes d'affaires, vous êtes tous invités à prendre part à cet événement mensuel LOCPA. L'ordre organise aussi des séminaires de formation sur mesure et également, je dirais, des conférences, des séminaires ouverts au grand public. À chaque émission, nous vous apportons quelques conseils. Nous sommes au cours du mois de janvier. Le 31 janvier est la date limite de soumission des déclarations d'impôts. Déclarer ne veut pas dire qu'il faut payer. On déclare ce qu'on a. La déclaration est une confession fiscale. On déclare ses revenus et ses dépenses. Il y a un ensemble de charges qui sont déductibles aussi, particulièrement les dépenses médicales non couvertes par une assurance, les frais de formation, les intérêts hypothécaires et aussi les dépenses qui sont pour les professionnels engagés dans le cadre de l'exercice libéral. C'est le cas, par exemple, des ingénieurs, des comptables, des architectes, des avocats, etc. Donc, on peut avoir une déclaration et en comparant les revenus et les charges, eh bien, ça peut se solder par une perte. Eh bien, lorsqu'il y a une perte, eh bien, il n'y a pas d'impôt à payer, mais on déclare. La seule chose, lorsqu'on fait une déclaration d'impôt, on s'engage pour être vérifié 5 années après la soumission de la déclaration d'impôt. Donc, on doit déclarer. Il faut déclarer. Et également, je dis aussi aux agents, il faut aussi que l'on facilite la tâche aux déclarants. Cette émission a pour thème contrôle de qualité dans le domaine du bâtiment. On parle du bâtiment. C'est-à-dire, on parle de domaine, je dirais, d'une grande importance parce que, quelque part, construire, c'est comme le rêve de tout un chacun avoir sa résidence, etc. Mais construire aussi veut dire qu'il y a implication à la fois des professionnels, des institutions, parce qu'on parle de la vie des autres, de la vie de l'homme. Et puisque nous avons vécu un événement malheureux dans ce pays, il y a de ça 9 années, donc, eh bien, il y a une institution qui a un poids important, qui est une corporation, au même titre que l'ordre des avocats, l'ordre des comptables, le collège des ingénieurs. Donc, on pourrait dire qu'on a dans ce pays 3 ordres professionnels. Eh bien, l'objectif de ces ordres, c'est de défendre, comme l'a si bien dit Ordre Record, l'architecte, l'ingénieur Poitevin, eh bien, défendre les intérêts du public. Donc, cela dit, la première question qu'on va adresser au président du Collège des ingénieurs et architectes haïtiens, et on dit comment va le collège? Bon, et on va dire que le collège va bien. Bonne nouvelle. Puisque nous sommes là et nous avons fait beaucoup d'efforts. Et j'ai été nommé il y a 2 ans, donc mon mandat touche à sa fin. Pratiquement, on a les élections à la fin de ce mois pour renouveler le comité de direction. Mais j'aurais aimé faire un petit retour pour préciser pour le grand public, et comme je l'avais dit tout à l'heure, d'où vient le collège. Très bien. Et le collège a été créé en 1974 par un groupement d'ingénieurs et d'architectes. Et c'est un décret-loi présidentiel signé par le président d'alors, qui était le président Jean-Claude Duvalier, qui a donné naissance à cet ordre-là, qui s'appelle le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Et donc, ce que le public ne sait pas, c'est que c'est une loi. Et la loi dit clairement ce qui doit être fait et comment les professionnels œuvrant dans le domaine du bâti, de la construction et des infrastructures doivent se comporter. La première chose que nous allons mettre l'accent dessus,
c'est l'article 3 de ce décret qui dit clairement que toute personne, tout professionnel qui veut exercer la profession d'ingénieur ou d'architecte doit s'inscrire au collège. Et donc, il est assujetti à cette inscription. Et donc, il est clair qu'un ingénieur ou un architecte qui n'est pas membre du Collège national des ingénieurs architectes haïtiens n'a aucune autorité pour signer des plans et engager une construction sur l'étendue du territoire haïtien. Malheureusement, dans ce pays, cette loi n'est pas suivie, elle est inconnue, elle n'est pas appliquée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc, notre travail, quand j'ai été nommé, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et dans ma déclaration de motivation auprès des membres présents, de faire en sorte qu'on puisse au moins remettre le Collège national des ingénieurs architectes haïtiens dans le radar, le mettre dans le radar, parce qu'on était en dehors des radars. Très bien. Donc le remettre dans le radar. Et ça a été un travail de longue haleine. Nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous avons été rencontrer des entités étatiques parce que nous pensons qu'il faut d'abord que ce soit l'État qui prenne ses responsabilités. Nous avons écrit au ministère des Finances, nous avons rendu visite au ministère des Travaux publics et nous avons également écrit au ministère des Travaux publics. Nous avons eu plusieurs rencontres avec le CNMP, qui est la Commission nationale des marchés publics. Et nous avons récemment participé avec l'OMRH au recrutement des 100 ingénieurs qu'ils veulent répartir à travers le territoire. Donc, ils ont fait appel à nous, ils nous ont invités à les aider à monter le programme d'examen, ce que nous avons fait. Et nous avons fait le suivi avec eux jusqu'à réception de ces 100 jeunes qui, aujourd'hui, vont faire partie des ingénieurs et architectes qui seront au service du gouvernement. Donc, nous pensons qu'il y a un travail qui a été fait en ce sens. Il y a une reconnaissance de la notoriété du collège. Parce que de 1974 à 1986, le collège était respecté et la loi était respectée. À partir de 1986, on a eu, avec les changements, les crises politiques, l'instabilité, etc., on a eu toute une série de dérives et qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de refaire l'effort, de recommencer à expliquer aux gens ce que nous sommes et ce que nous faisons. Très bien. Donc, en termes de régulation, pour venir sur le sujet d'aujourd'hui, et comme tu l'as si bien dit, le collège, en réalité, n'est pas un régulateur, mais peut travailler avec des régulateurs pour pouvoir faire en sorte que les normes soient respectées au niveau de la construction. Très bien. Alors, voilà, en fait, félicitations aussi au board du collège, mais en termes de membership, de relation avec les centres d'enseignement, comment ça se passe? Bon, le mandat que nous étions fixés, c'était également de créer des passerelles de communication avec les différentes universités. Et nous avons écrit au Corpua, qui est le regroupement des recteurs. Très bien. Mais bon, comme en Haïti, tout le monde est occupé, jusqu'à présent, nous devons les rencontrer. Nous devrions les rencontrer, ce qui n'a pas encore été fait. Mais ils sont au courant. Nous avons écrit également à l'association des maires et pour pouvoir leur expliquer également ce que nous faisons, leur présenter la loi, parce que la loi doit être appliquée. Très bien. Et au niveau de leur institution à eux, au niveau de leur département de génie civil et au niveau de leur département de suivi de construction aussi. Donc, on a fait beaucoup de travail en ce sens et nous espérons que, avec cette émission également que nous avons aujourd'hui, qui sera vue par plusieurs téléspectateurs, des choses que nous n'arrivons pas encore à atteindre, qui seront atteints et qu'ils comprendront l'importance du CNIH au niveau de la construction en Haïti. Très bien.
Alors, au point de vue membership, alors, comment peut-on devenir membre du collège? Et pour devenir membre du collège, il faut d'abord avoir un diplôme d'ingénieur ou d'architecte. Alors, ça peut se faire, c'est très simple. Et vous êtes diplômé ingénieur architecte, vous venez vous inscrire au collège et vous présentez vos papiers. Et il y a plusieurs, alors la loi définit La procédure à suivre. Les seuls membres de droit du collège, ce sont les diplômés de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et la raison est très simple, comme je l'explique à plusieurs personnes qui me disent oui, mais c'est un passe-droit. Et en réalité, ce n'est pas un passe-droit, parce que nous autres, au collège, comment pouvons-nous questionner l'État, un diplôme d'État? L'État d'Haïti donne un diplôme. Comment allons-nous questionner ce diplôme? Donc, et ce sont des membres de droit. Et pour toutes les autres universités, ils doivent passer par un comité de validation de titre et diplôme. Et même pour les étrangers, ils doivent également passer par ce comité de validation. Ça va très vite pour ceux qui sont membres des ordres. Par exemple, Patrick est membre de l'Ordre du Québec, donc il vient avec son certificat disant qu'il est membre de l'Ordre du Québec. On fait des contacts avec l'Ordre du Québec pour nous assurer qu'il est vraiment membre. Et à ce moment-là, c'est très facile. Très bien. Parce qu'il y a une partie du travail qui a déjà été fait. Et dans tout autre cas, on est obligé de faire des vérifications. Très bien. Donc, le collège est ouvert à tous les ingénieurs et la loi est claire, il faut qu'on soit membre du collège pour exercer la profession d'ingénieur d'architecte en Haïti. C'est bien le cas. Mais comment est l'appui institutionnel? L'appui institutionnel. Oui. Et par rapport, alors là, je pense que cette question est dirigée comment on le fait avec le gouvernement. Oui, l'appui du gouvernement, de l'État. De l'État, c'est zéro. L'appui de l'État, c'est zéro. Donc, on n'a pas d'appui de l'État du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a certes comme acquis cette action entre le collège et l'OMRH, mais le collège ne bénéficie pas vraiment d'un appui de l'État. Non. Bon, malheureusement. Mais il faut que, je pense que le board va travailler en ce sens aussi, parce que quelque part, il y va de l'avenir de la profession et du contrôle de la qualité et de la protection du public. C'est un point important. Oui. Je pense que, en quelque part, la réponse est négative, vraiment, oui. Parce que c'est l'état des lieux, la réponse est négative. Mais ça vient aussi du fait que, comme je le disais tantôt, à partir de 1986, avec toutes ces dérives, crises politiques, etc., instabilité partout, le collège a perdu de sa notoriété aussi. Et donc était en dehors des radars, comme je le disais. Maintenant que nous le remettons sous les radars, nous pensons qu'il y a une collaboration qui va venir, tout naturellement. Et le CNMP, par exemple, nous contacte. Et pour savoir qui est membre et qui n'est pas membre, et nous demande de leur faire parvenir la liste des membres parce qu'ils ont des appels d'offres qu'ils vont sortir, etc. En ce sens, on a une collaboration. Et l'OMRH, l'autre jour, c'est un bel exemple aussi. Et en ce sens, je peux dire qu'on commence à retourner dans cette collaboration-là. Mais si on veut parler de support, appui en support financier, par exemple, ce n'est pas le cas, on n'a pas ça. Et je me souviens, je me suis laissé dire que quand le collège avait été créé en 1974, ce n'est pas écrit dans la loi, mais je me suis laissé dire qu'il y avait un prélèvement qu'on faisait sur le ciment, et ce prélèvement allait pour aider au fonctionnement du collège. Tout à fait. Maintenant, alors il faut dire qu'à cette époque, le ciment était propriété de l'État. C'était le ciment d'Haïti. Depuis la privatisation, peut-être que cette partie-là de subvention au collège n'a pas été négociée non plus avec ceux qui ont fait l'acquisition dans le PPP. Et donc, le CNIH ne reçoit pas depuis. Bon, moi, je suis là depuis 2 ans. Et je pense que depuis 2010, les comités de direction qui se sont succédés n'ont pas non plus reçu de support au niveau financier de l'État. Bon, au niveau de la formation continue, comment ça se passe pour les ingénieurs? Comment ça se passe? Quand je suis rentré ici, après avoir passé des années au Canada, j'ai voulu, moi,
apporter l'expérience que j'avais acquis là-bas, non pas d'un point de vue académique ou professionnel, mais en termes d'intégration à un autre professionnel. Et voir comment on pourrait créer des passerelles avec les autres professionnels d'autres pays, particulièrement au niveau du curricula des ingénieurs qui doivent être mis à jour. Très bien. Et voir aussi ce qu'on peut demander à un ingénieur, établir dans la durée le parcours de l'ingénieur. C'est-à-dire que quand on intègre un autre professionnel tel que l'ordre de l'ingénieur et des ingénieurs du Québec, normalement, tous les diplômés de toutes les écoles, qu'ils soient publics ou privés, sont membres automatiquement. Cependant, ils doivent être soumis à un examen d'éthique et de déontologie. Très bien. Ça, c'est pour ceux qui ont... Le diplôme qui est reconnu, c'est la licence, qu'ils appellent le baccalauréat, le bachelor. En Amérique du Nord, c'est comme ça. Maintenant, pour les étrangers, c'est un véritable parcours du combattant. Pourquoi? Langue, reconnaissance et puis les normes. Au niveau de la licence, l'ingénieur diplômé, dans son parcours, il dimensionne, il fait la conception au regard de normes locales. Toi, tu viens, tu débarques comme étranger, tu ne connais pas le référentiel normatif. Tu n'as aucune idée de ce référentiel. Nous, en Haïti, on travaille avec plusieurs référentiels. Disons qu'on travaille avec un référentiel français à 70% et un référentiel américain aussi, à cause de la proximité géographique. Très bien. Mais quand on débarque dans un pays organisé comme le Canada ou bien comme les États-Unis, ils ne connaissent que leurs normes. Et toi, tu n'as pas étudié là. Donc, de fait, même si tu viens avec un doctorat ou une maîtrise que tu as étudié chez eux, tu n'es pas membre de l'ordre. Il faut maintenant passer un examen. Et comme c'est des pays où ils ont besoin d'apport de professionnels à cause de populations vieillissantes, etc., ils réduisent les critères. C'est-à-dire au niveau des années 60, 70, c'était la belle époque pour les professionnels haïtiens, médecins, ingénieurs qui débarquaient dans ces pays-là, on les recevait bras ouverts, il n'y avait aucune contrainte. Depuis lors, ça a changé. Très bien. Ça a changé dans le sens que maintenant, ils reçoivent des ingénieurs de tous les pays et ils ont des passerelles. Oui. Par exemple, quelqu'un qui soit en France, qui revient de la France, il est membre de l'ordre du Québec automatiquement. Tu as étudié aux États-Unis, tu es membre de l'ordre. Tu n'as que l'examen d'éthique à passer. Mais pour ceux qui viennent d'horizons différents, tels que Haïti, tels que ceux des pays de l'Est, tels que ceux de l'Amérique latine, s'il n'y a pas une passerelle entre l'ordre des ingénieurs de ces pays et l'ordre du Québec, eh bien, vous repassez à la trappe. Très bien. Donc la formation continue est importante. Et au niveau du collège aussi, on en fait état. Oui, bon, ce qui arrive, c'est que de notre côté, nous avons élaboré un plan pour avoir de la formation continue pour nos membres également. Mais bon, comme tu peux l'imaginer, en 2 ans, on ne peut pas réaliser tout ce qui devrait être réalisé. Et donc, moi, je m'étais fixé un objectif très clair. Et je me suis tenu à cet objectif-là. C'était d'abord de remettre le collège sous les radars. Et je pense avoir réussi à le faire. Maintenant, les autres comités de direction qui vont venir pourront continuer vers ces nouveaux objectifs puisqu'ils n'auront pas besoin de faire cette partie, juste la maintenir. Très bien. Donc c'est le candidat qui défend son mandat. Et c'est bien, en effet, parce que... Je peux ajouter quelque chose sur la formation continue. La formation continue, c'est un aspect important parce que justement, le référentiel évolue dans le temps. Les normes évoluent. À chaque découverte scientifique, on demande aux ingénieurs de se mettre à jour. Très bien. Et là-bas, par exemple, l'ordre professionnel demande 15 à 20 heures de formation pour l'ingénieur chaque année. En dehors de la cotisation que tu paies. Oui. Si tu n'as pas pris 16 heures de formation, eh bien, tu as des sanctions et des retraits. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut encore le faire ici? Il faut d'abord établir, par exemple, pour être membre de l'ordre des ingénieurs là-bas, il faut prendre un cours d'économie de l'ingénieur. Je n'avais aucune idée de l'économie de l'ingénieur. Heureusement, moi, je l'avais eu ici avec un professeur qui venait de l'Amérique du Nord. Donc,
ils ont un cycle maintenant qu'ils appellent économie et gestion pour l'ingénieur. Donc, tu as un cours de gestion de projet, tu as un cours d'économie de la construction, qu'autrefois on appelait devier-métré, mais ça a évolué de beaucoup, parce que dans le cadre de ce cours, on met les notions de passation de marché aussi. Très bien. Et tu as un cours d'analyse financière, d'économique de l'ingénieur. Donc, tu dois passer cet examen. Ce n'est pas des examens de structure, de licence des matériaux qu'on passe. C'est le premier cours qu'on doit passer et on doit le passer pour être membre. Très bien. Bon, messieurs, le contrôle de qualité, quel est votre constat en Haïti? Bon, alors, si on parle de contrôle de qualité, il y a deux aspects que nous devons considérer. Il y a un aspect au niveau matériaux et il y a un aspect au niveau technique. Et l'aspect au niveau matériaux, on va le laisser au gouvernement parce que c'est lui le régulateur, c'est le ministère des Travaux publics. C'est au niveau du laboratoire national que ça doit se passer. Très bien. Et en général, ça se passe comme ça aussi. Dans les grands travaux qui se font sur le territoire, il y a un contrôle de qualité qui se fait par le laboratoire national sur la qualité du béton, par exemple, qui va être mise en œuvre. D'accord? Mais il y a énormément d'étapes et il y a énormément de choses qui restent à faire. Par exemple, l'étiquetage, dont on parlait tout à l'heure off record, n'est pas fait en Haïti. Si vous allez dans n'importe quelle grande surface, je prends les États-Unis que je pratique depuis longtemps, et entre parenthèses, j'ai une entreprise aux États-Unis aussi, mais pas au niveau de l'architecture, mais en support aux architectes. Très bien. Et depuis 15 ans, je travaille avec eux. Dans n'importe quelle grande surface, vous allez, quel que soit le produit, il a une étiquette dessus. Qui fait état. Une planche. Une planche a une étiquette dessus. Une feuille de plywood a une étiquette dessus. Ce n'est pas le cas ici. La provenance. Et qu'est-ce que c'est? OK. D'accord? Et ces informations doivent être divulguées et sues par celui qui fait l'acquisition de ce matériau. Et on n'est pas encore là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays sous-développés qui soient là non plus. Mais il faut tendre vers ça. On ne va pas dire parce que personne ne le fait dans les pays sous-développés, on ne va pas le faire. Non, on doit se dire, on doit tendre vers ça. Donc, ça, c'est un premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question maintenant, c'est au niveau du professionnel lui-même. C'est-à-dire que nous sommes sujets à un contrôle de qualité aussi. Ouais. Sur la qualité des services que nous offrons au public. Et c'est là que le collège rentre en jeu aussi et donne une certaine garantie au public sur ses membres. Donc, et à partir de ce moment-là, le membre du collège a une compétence que nous garantissons, OK? Avec, bien entendu, il a un numéro de membre aussi qu'il peut utiliser et il a comme un certificat, un acquis de droit que nous délivrons à tous nos membres qui les habilitent à pouvoir fonctionner. Laisse-moi essayer de bien comprendre. On fait appel à un ingénieur. Aujourd'hui, on aurait intérêt à lui demander d'exhiber sa carte de membre du collège. C'est-à-dire qui peut servir de recours aussi. Certainement. C'est bien le cas? C'est ça le cas. Parce que, alors, la loi dit quoi? Il faut qu'on reste sur la loi. Moi, je reste sur la loi. La loi dit, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de son article 3, pour pouvoir exercer la profession, il faut qu'on soit membre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut payer ses cotisations. Oui. Si on ne paie pas la cotisation, la loi dit qu'on est automatiquement... Oui, c'est le minimum. C'est le minimum. D'accord? Donc, on est en transgression avec cette loi-là. Et donc, on n'a pas le droit de professer, théoriquement, parce qu'au moment même où on vient payer, cette habilitation vous est redonnée. Très bien. Donc, si on veut schématiser en gros, oui, pour pouvoir professer sur l'étendue du territoire, il faut être membre du collège. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, nous autres? Nous donnons une lettre qu'on appelle un acquis de droit, que la personne présente qui dit qu'elle est en règle, un petit peu comme vous faites au niveau à l'OCPA, il est en règle avec la trésorerie, la corporation,
Et donc, il est habilité à fonctionner pour cet exercice fiscal. Très bien. Bon, le prochain exercice fiscal, il devra avoir encore cet acquis de droit-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une mise en place qui est faite qui garantit, je dirais, l'appartenance à la corporation. Donc, c'est au public aussi d'être informé et réconcilié. C'est ça. Très bien. Donc, au niveau, par exemple, de contrôle de qualité, vous avez parlé d'étiquetage, ce qui est vraiment important. Et je pense qu'on va devoir prendre une petite pause pour pouvoir respirer et voir à fond les différentes étapes qui forment le contrôle de qualité. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 389e édition de la série OCPA Magazine, émission qui a pour thème « Contrôle de qualité dans le domaine du bâtiment ». Nos invités, l'ingénieur Poitvien, président du Collège national des ingénieurs architectes, et l'ingénieur Patrick Saint-Louis, qui est membre de la corporation. Au cours de la première partie de l'émission, eh bien, nos invités vous ont expliqué le rôle d'abord de l'ingénieur, du collège, qui est une corporation, même titre que l'ordre des comptables, l'ordre des avocats, et également ils vont faire état de la formation continue, des standards qui sont d'application internationale et qui garantissent la qualité de la construction, le respect des vies et des biens. Alors, à cette seconde partie, nous allons voir avec nos invités eh bien, les différentes étapes. Seigneur Poitvien vous a déjà parlé d'étiquetage, ce qui est une étape, je dirais, essentielle d'entrée, à la porte d'entrée, pour garantir la qualité du bâtiment. Alors, en dehors de l'étiquetage, quelles sont les autres étapes? Je pense pratiquement à la qualité de du sol, etc. Donc, quelles sont les autres étapes qui permettent d'avoir un ouvrage de qualité? Et si tu peux, je vais donner le premier élément de réponse. Après ça, je pourrai passer la parole à Patrick qui pourra compléter. Et dans le cadre de sa spécialité, parce qu'il est un ingénieur avec une spécialité de structure, que moi, je ne suis pas. Mais si je veux d'abord informer le public, il faut que tout le monde sache que d'entrée de jeu, dans le métier de la construction, il n'y a pas ce qu'on appelle un one size fit all. Ça veut dire que des calculs structurels qui ont été faits pour un bâtiment X dans un lieu donné ne peut pas se répéter dans un autre lieu. Pourquoi? Parce que les sols sont différents. Très bien. Et Patrick pourra élaborer un petit peu plus, mais l'étude de sol, la capacité portante du sol qui va recevoir ce bâtiment, il faut que l'ingénieur puisse avoir cette information. En Haïti, ce sont les laboratoires nationaux qui ont les équipements, et je crois qu'il y a une entreprise privée aussi, qui a les équipements appropriés pour pouvoir faire ces prélèvements et qui sont analysés au laboratoire. Et à partir de là, ils peuvent définir les caractéristiques du sol et transmettre ces informations aux ingénieurs structurels, les géotechniciens comme Patrick, et structurels. Alors là, c'est dans le cadre de la mise en œuvre. On parle de qualité, de la mise en œuvre de la construction. Donc c'est la première étape. La deuxième étape va aller maintenant vers les ingénieurs qui vont faire les calculs structurels, etc. Mais j'insiste, avant de passer la parole à Patrick, parce que je vais le laisser élaborer sur cette partie structurelle que moi, je n'ai pas les compétences pour, j'insiste qu'il n'y a pas de one size fit all. Parce que très souvent, en Haïti,
on trouve des gens, des entrepreneurs qui veulent construire des modèles, mais dans des différents espaces différents, parce qu'ils ont payé à un ingénieur de faire le calcul de structure pour eux dans cette position. Ils veulent la répéter dans une autre position. Ils ne veulent pas repayer 2 fois. Hier, pendant que j'étais avec Patrick, et on a fait la boutade suivante. Quelqu'un est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour faire blinder sa voiture. Et quand vous lui demandez pourquoi, il dit pour des raisons de sécurité. Cette même personne ne veut pas payer pour l'étude de sol. Il ne veut pas payer un professionnel qualifié pour pouvoir faire le calcul structurel. En grande majorité. Je ne vais pas dire tout le monde, mais je dis en grande majorité. Mais il ne sait pas que sa vie est beaucoup plus à risque parce qu'il est dans un état où les réflexes sont au minima quand il est chez lui. Il regarde la télévision, il parle à sa femme, il se détend, les réflexes sont au minima et les risques sont élevés parce que la maison n'est pas aux normes. Donc moi j'invite tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, les internautes qui regardent cette émission de bien réfléchir que leur sécurité commence d'abord chez eux avant d'aller dans la rue. Très bien. Donc je passe la parole à Patrick. Je dirais alors message reçu. Oui. C'est tout. Moi, je vais démarrer mon intervention à partir de ce qu'il a dit. Il faut éviter les réplicas et les recettes. Très bien. Il n'y a pas de recettes en construction. Or, on avait cette tendance. On avait cette tendance, par exemple, avant le 12 janvier, ce qui arrive, c'est qu'on maîtrisait l'art de concevoir et de construire pour du gravitaire, c'est-à-dire pour les charges qui descendaient vers le sol, les charges du gravitaire. Et puis, on avait oublié la possibilité de survenance des tremblements de terre. Donc maintenant, à partir du 12 janvier, la construction implique tellement de disciplines qui vont du sismologue, en passant par le géophysicien, au géotechnicien, à l'architecte, à l'ingénieur structure et à l'entrepreneur après. C'est-à-dire, tu as tout un processus de données qu'il faut acquérir, de normes qu'il faut respecter. Et après, il faut aussi respecter les normes de mise en œuvre. Parce que c'est beau de faire de beaux calculs de structure. Mais s'ils ne sont pas appliqués sur le chantier, on retourne à la case de départ. Et c'est là que la traçabilité, la qualité de contrôle des matériaux prend toute son importance. Par exemple, le laboratoire national est l'organisme étatique habilité pour contrôler la qualité des matériaux, béton, et maçonnerie, ciment, acier, tout ce qui rentre. Et puis on construisait en béton. Depuis le 12 janvier, on construit aussi en structure d'acier, avec l'hypothèse que l'acier résiste mieux que le béton. L'acier résiste mieux que le béton, mais il n'y a pas de recette aussi en acier. Si un bâtiment en béton doit être contreventé, c'est-à-dire avoir une rigidité latérale, contre des forces de vent et de tremblement de terre, et il en est de même pour un bâtiment en acier, et il en est de même pour un bâtiment en bois, et il en est de même pour un bâtiment en maçonnerie. Donc, chaque type de structure va avec un type de matériaux, et on peut même les combiner, mais ça devient plus complexe, et il faut maîtriser cela, tant au niveau de la conception qu'au niveau de la construction. Et comme il l'a dit, et le président Pavien l'a dit tout à l'heure, l'objectif visé étant la protection des vies humaines, il y a un deuxième objectif qui est visé, qui est peut-être l'objectif de non-effondrement, l'objectif de fonctionnement après tremblement de terre. Ce qui va mettre en jeu la notion de classe d'ouvrage. Parce que la puissance publique, quand il établit des normes de construction, il va prendre sur lui de donner des directives pour dire, bon, en fonction du taux d'occupation de l'ouvrage, en fonction de la durée de vie de l'ouvrage projeté, quelle classe d'ouvrage on va faire là? Est-ce que, par exemple, c'est un bâtiment de protection civile qu'on va faire? Est-ce que ce bâtiment, advenant un ouragan, un tremblement de terre, va loger des gens provisoirement?
Donc, si on construit, par exemple, une université, est-ce qu'on peut le classer protection civile parce qu'il a assez d'espace pour accueillir des réfugiés? Vous comprenez? Donc, cet ouvrage-là n'a pas les mêmes paramètres de conception qu'un bâtiment à bureau. Le bâtiment à bureau, il est occupé de 8 heures jusqu'à 4 heures, 5 heures. Le soir, il est vide. Un hangar, un parc à bétail n'a pas la même classe d'importance qu'une manufacture. Alors, le danger qu'il y a en Haïti, c'est qu'on a souvent vu des anciennes maisons résidentielles transformées en écoles. Et vous avez vu tous les drames qui en ont résulté après le 12 janvier. Donc, c'est là que la puissance publique rentre en jeu, les mairies rentrent en jeu. Vous dédiez ce bâtiment à tel type d'occupation, et il doit rester là-dedans. À moins au niveau de la conception qu'on ait prévu des variations. On peut même avoir bien conçu un bâtiment, mais on distribue mal les masses dans les bâtiments, et puis ça cause des dégâts. Vous mettez des archives, vous groupez toutes les archives d'un côté dans un bâtiment, et puis vous apportez un apport de masse. Et ça, c'est l'architecte, ce n'est pas l'ingénieur structure. Donc l'architecte aussi doit prendre en compte qu'il doit travailler avec les normes sismiques, parce qu'il y avait cette tendance. Ensuite, on peut dire tout ce qu'on veut, même si nous sommes en retard, mais il ne faut pas oublier aussi que la conception parasismique est une science nouvelle. Les premiers codes de conception parasismique ont débuté dans les années 70. La France s'est dotée d'un code de conception sismique parce qu'ils avaient l'Algérie qui était une zone à forte zone de sismicité. Donc, ils ont écrit le code pour l'Algérie. Ensuite, ils ont vu que les Antilles françaises étaient sources de tremblements de terre d'origine tectonique et volcanique et tellurique. Donc, ils ont amélioré leur code par rapport aux Antilles et c'est eux qui ont sorti le premier code de conception pour les bâtiments résidentiels. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de construction vraiment qui vise les bâtiments résidentiels. C'est les grands bâtiments. Et maintenant, la tendance commence à changer. Avec en Californie, par exemple, c'est différent. Que ce soit du résidentiel, que ce soit des bâtiments recevoir du public, c'est conception parasismique intégrale. Mais alors, comment peut-on, par exemple, s'assurer que l'ingénieur suit ces normes-là? S'il faudrait faire appel à une supervision, ou bien l'État devait intervenir à différentes étapes d'une construction? L'État, le privé aussi. Le privé met des structures. Dans le processus d'un projet, les études coûtent cher. Les études sont un pourcentage du coût projeté de la construction. Je pense que le bas blesse ici parce qu'on néglige très fortement la conception. Il y a un mélange de gens en Haïti qui fait qu'un concepteur ne peut pas vivre de son art, de son savoir-faire. Ils sont tous obligés d'être concepteurs et entrepreneurs. Tout le monde veut se rattraper en construisant. Donc, ce qui fait qu'on perd là. Si un ingénieur de structure passe 3 ans sans calculer, il va finir par perdre son savoir-faire. Très bien. Et maintenant, c'est la rémunération qui est en deçà des rémunérations qui se pratiquent à l'international. Donc, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que le noyau d'ingénieurs de structure qui évolue en Haïti, c'est très petit. Parce qu'on peut se former en structure à l'entreprise. On n'a pas besoin de prendre une maîtrise pour être ingénieur en structure. Il faut justement choisir, après sa licence, trouver un bureau d'études où on est formé vers la structure et puis on prend des formations continues. Donc, et puis c'est une discipline qui demande une exigence et des responsabilités pénales et juridiques importantes. Oui. Tout le monde a peur d'apposer son sceau d'ingénieur structure sur des plans parce qu'il y a des poursuites qui peuvent venir après. Donc c'est pour ça, comme tu dis, qu'au niveau des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, on paie la conception, ingénierie et architecture combinée. Et puis après, on fait on met en parallèle ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage ou un vérificateur, ce qu'ils appellent en anglais du design review. Le projeteur soumet ses plans, ses notes de calcul, par étape, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, et puis à chaque étape, il fait un rapport, et le rapport est validé par un vérificateur en parallèle. Donc, la phase conceptuelle coûte de l'argent par rapport à ce qu'on projette. C'est peut-être pas le cas, par exemple, pour quelqu'un qui va faire une petite résidence. C'est aux mairies, en recevant le dossier, de voir si tout est là. Le rapport de sol. Il n'y a pas de bon calcul de structure sans un rapport de sol. Moi, je ne touche à aucun mandat
où il n'y a pas d'études de sol de fait. Parce que le sol nous enseigne sur beaucoup de choses. Le sol nous enseigne par exemple sur la vitesse des ondes de cisaillement qui traversent le sol, sur la période du sol, sur la capacité portante du sol, à quelle profondeur il faut fonder, quelles couches sont traversées. Pourquoi c'est important le sol? C'est le document le plus important dans la conception en général. Parce qu'on a remarqué après le 12 janvier que tous les bâtiments pour lesquels on avait fait des études géotechniques se sont mieux comportés. Bon. Alors, si tu permets, je vais demander à Patrick de préciser pour tes auditeurs ce qu'il appelle la période des sols. Parce qu'il utilise des termes très techniques. Très technique. Oui. Et ce n'est pas évident que l'auditoire puisse comprendre, le grand public. Bon, ils comprennent ce qu'ils appellent une onde sismique, mais la période maintenant, je pense que tu devrais élaborer. J'allais le faire. Le sol bouge pendant le tremblement de terre, et comme il est constitué de matériaux de nature diverses, il ne bouge pas comme tous les autres sols. Tu peux être à côté d'un bâtiment, le bâtiment a résisté, et puis toi, tu n'as pas résisté, parce que la configuration du sol a changé sur quelques mètres. C'est quoi la période? La période d'un corps, c'est le nombre d'oscillations, ou du moins d'aller-retour que le corps fait dans un intervalle de temps donné. C'est comme une balançoire que tu pousses. Tu pousses la balançoire, et puis il fait des va-et-vient. C'est comme une pendule. Maintenant, le temps que la masse de la pendule prend pour tourner, d'aller à gauche vers la droite, c'est la période. Eh bien, il se trouve que le bâtiment, il agit comme ça aussi, dépendant de la forme que l'architecte lui a donnée. Maintenant, avec la donnée de la période du sol, tu as la période de ton bâtiment. S'il coïncide, il rentre en résonance. La résonance, c'est quoi? C'est comme une fusion, c'est quelque chose de fusionnel, et ils ont la même période, ils vibrent à la même fréquence, et ils ne s'arrêtent jamais. Le bâtiment va continuer à vibrer jusqu'à ce qu'il s'écoule. Donc on a constaté des cas comme ça au Mexique, en Californie, dans tous les grands tremblements de terre qui ont fait qu'on a modifié les codes de conception, ce qui fait que le rapport de sol, c'est le premier document qu'on a besoin. Mais si on parle de contrôle de qualité, je pense qu'on devrait même avoir, je dirais, une période de sol moyenne par région. Non, pas moyen d'avoir ça. Ce n'est pas un paramètre moyen. Ça change. Et il y a quand on est rentré dans ce domaine, on est venu avec les notions, comme tu as parlé pour l'évaluation, on fera l'objet d'une autre émission, et d'aléa. L'aléa, c'est un événement qui a la possibilité de se produire dans un espace donné pour un intervalle de temps donné. Donc, il y a un aléa sismique, il y a un aléa ouragan, il y a des aléas inondations. Donc, quand on aménage un territoire, la première chose que les États font, c'est qu'ils font ce qu'on appelle des plans de prévention des risques. Avec le plan de prévention des risques, il va y avoir un plan de prévention de risque sismique, abrégé PPRS, plan de prévention de risque de glissement de terrain. Donc, avec ça, on aménage la zone et là, on le confie à l'urbanisme. Parce que s'il y a de la conception structurelle parasismique, il y a l'urbanisme parasismique, l'architecture parasismique, le géotechnique sismique et la structure parasismique. Donc, tout est lié. Tout est lié. Donc, tu as l'aléa et à côté de l'aléa, tu as la vulnérabilité. La vulnérabilité met enfin en perspective les enjeux. On veut construire une ville. Il y a des habitants, combien d'habitants? Advenant un tsunami, combien peuvent périr? Advenant un tremblement de terre, combien peuvent périr? Alors on fait une égalité, aléa plus et vulnérabilité égale risque. C'est comme ça qu'on évalue les risques, juste avec cette simple équation. Vous comprenez? Donc à partir de ça, il faut des cartes d'aléa. Et le progrès qui a été fait depuis 2010, c'est qu'on a établi un microzonage sismique pour Port-au-Prince. Vous avez sûrement entendu parler de ça. C'est qu'on est venu, on a fait des campagnes où on a combiné l'expertise de sismologues, de géophysiciens et de géotechniciens, et on a quadrillé une région dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et puis là, on a défini pour ces zones les classes de sol et les paramètres de vitesse d'onde
et les effets de site. Alors, je vais définir ce qu'est les effets de site. C'est que le tremblement de terre vient avec un mouvement du sol qui sollicite le bâtiment. C'est comme un bâtiment, tu le mets sur un camion, et puis le camion fait des va-et-vient comme ça. Donc c'est ça l'effet du tremblement de terre sur le bâtiment. C'est un exemple simple que je te donne là pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Tu mets le bâtiment sur un camion et le bâtiment, il fait des accélérations en avant et en arrière. Donc c'est ça le ressenti. Maintenant, les effets de site sont induits par le tremblement de terre dépendant où se trouve le bâtiment. Tu as des effets de site induits par la topographie. Les bâtiments qui sont juchés au sommet de montagne, les bâtiments qui sont en pied de montagne. Ensuite, les bâtiments qui se trouvent dans des vallées encadrées par 2 chaînes de montagne. Les chaînes descendent avec des dépôts de sédiments dans le temps. Ces dépôts s'accumulent et forment des couches moues. Et puis tu viens fonder ton bâtiment sur ces couches moues. Et puis le bon sol est jusqu'en bas. Sans le rapport de géotechnique, tu ne peux pas le faire. Le mycozonage permet d'avoir une idée déjà des dangers, des risques où tu vas placer ton bâtiment. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un mycozonage qu'il ne faut pas faire une étude de sol. L'étude de sol, c'est comme un mycozonage localisé du site où tu te trouves. Par exemple, je vais te donner une information. Pétionville, par exemple, a l'aléa sismique le plus élevé sur toute l'étendue du territoire. Mais Pétionville bénéficie d'une bonne configuration géologique. Mais Pétionville aussi a des effets de site topographique, de fortes pentes, des falaises. Donc, et les gens construisent dans ces conditions-là. Tu vois? Et aussi, si tu ne fais pas l'étude, si tu dis, OK, on a l'aléa sismique le plus élevé, mais on a le meilleur sol aussi. Mais ce n'est pas systématique. Parce qu'il y a des couches d'argile qui couvrent certaines parties de Pétionville. Donc, il faut un rapport géotechnique, quelle que soit l'ampleur du bâtiment que tu vas faire. Donc là, on parle d'un sujet très important et je pense que ceci devrait intéresser les décideurs. Mais dans l'état où nous sommes aujourd'hui, par où commencer? Bon, et nous autres, au niveau du collège, ce que nous avons fait, toujours dans le cadre de notre mandat, nous avons créé des passerelles de communication également avec les banques qui financent la construction. Très bien. Parce que nous pensons qu'il est important qu'ils soient au courant qu'il y a cette entité qui existe depuis 1974 et qu'il faut prendre en compte les prescrits de la loi. Très bien. Et donc de faire appel au plus que possible, pour ne pas dire exclusivement. Très bien. Et je pèse mon mot pour dire exclusivement aux membres du CNIAH dans le cadre des constructions que eux, ils auraient à financer. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, il faut le dire clairement tel qu'il est, quand la banque fait une hypothèque sur un bien, le bien est la possession de la banque. Ouais. Et donc, si la banque se sent capable et a les reins pour pouvoir s'assurer qu'elle peut perdre un bâtiment qu'elle a financé, qu'elle aille avec n'importe qui, qu'elle aille dans le one size fit all. Moi, je suggère que les banques travaillent avec des professionnels qualifiés et des professionnels qui sont membres du Collège national des ingénieurs. Je vais encore plus loin. Les compagnies d'assurance, pourquoi pas? Oui, je ne perds jamais l'opportunité de parler à mes amis assureurs pour leur dire que, au moins dans la vérification des papiers, parce qu'il y a des papiers qu'il faut donner, et pour la résidence que vous allez assurer ou le bâtiment que vous allez assurer, que vous demandez que le signataire du plan d'exécution a été un ingénieur qui est membre du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Je pense que c'est un minimum que nous pouvons leur demander pour pouvoir permettre justement que les vies et les biens soient protégés. Parce que l'objectif final, c'est quoi? Ce n'est pas de faire une promotion pour le collège, de dire il y a le CNIH, non. L'objectif final, c'est que le public. Le public. Et moi je le bosse d'une manière très très simple avec mes amis. Je dis qu'aujourd'hui, Haïti, si je considère Haïti comme étant une entreprise,
et l'entreprise a ce qu'on appelle un stock. Le stock d'Haïti, c'est sa population. Le seul et unique stock que nous avons, c'est la population. Autrement dit, on ne peut pas perdre notre stock. Donc, il faut qu'on protège la population. Et donc, c'est notre rôle. J'aime bien cette approche. Très bien. Alors, à cette phase des débats, qu'est-ce qu'on dit alors aux décideurs? Bon, on dit aux décideurs d'abord d'entretenir les passerelles de communication avec nous et de communiquer beaucoup plus avec le collège également et de s'assurer que dans les documents d'appel d'offres, pour les bâtiments, surtout les bâtiments publics, où il y aura une grande fréquentation de la population, qu'ils s'assurent que les ingénieurs qui sont sur le site et les ingénieurs qui ont travaillé à l'élaboration de ce document et qui vont signer soient membres du Collège national des ingénieurs architectes haïtiens. Responsabilité du professionnel dans le cadre du contrôle de qualité, post-construction. Bon. La responsabilité du professionnel et en termes de contrôle de qualité, c'est d'indexer les malfaçons, les défaillances, tant au niveau des documents, c'est pour ça que j'avais parlé de vérificateurs pendant la phase conceptuelle, Très bien. et dépendant de l'importance des ouvrages à construire, s'assurer qu'il y a une firme de surveillance. Et la responsabilité de la firme de surveillance n'est pas de valider les plans du concepteur. Alors, ce qui arrive dans certains cas, même quand la firme de conception n'a pas le mandat de superviser, il faut qu'il y ait une passerelle de communication entre le surveillant et cette firme de conception. Ensuite, dans les marchés, on te dit souvent que l'entrepreneur est réputé être homme de l'art. C'est-à-dire que vous savez qu'en matière de construction, un entrepreneur peut ne pas être ingénieur, mais il doit s'assurer de travailler avec des ingénieurs qui sont certifiés. Très bien. Et ensuite, il doit s'assurer d'avoir à côté un bureau d'études à l'interne qui valide les plans qu'on lui a soumis aussi. Parce que c'est lui qui prend en charge les risques. C'est l'entrepreneur qui donne la garantie quinquennale ou décennale. Là-bas, la garantie est décennale, mais ici, la garantie est de 5 ans. Donc, ça veut dire que l'entrepreneur, ce n'est pas juste construire, il faut qu'il s'assure aussi du contrôle des documents et qu'il s'assure du contrôle de qualité. Traçabilité des matériaux, j'achète des tonnes d'acier, je m'assure qu'au niveau de traçabilité, ces aciers viennent de quelque part où ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est ça. Maintenant, au laboratoire, s'il y a un mandat de contrôle de qualité, parce que dans les privés, le plus souvent, il n'y a pas de mandat de contrôle de qualité, c'est au maître d'ouvrage de s'assurer de mettre un budget pour le contrôle de qualité des matériaux. On ne peut pas tout mettre sur le dos du professionnel, parce qu'il n'a pas tous les outils. Il n'a pas tous les outils. Donc ça veut dire que le contrôle, dépendant de l'importance de l'ouvrage, c'est s'assurer de la qualité des matériaux au niveau. Le ministère du Commerce a un rôle aussi à jouer là-dedans. Il n'y a pas juste le laboratoire. Sur la provenance des matériaux qui rentrent dans le pays. Ils peuvent imposer l'étiquetage d'abord. Tu as acheté du bois, l'ingénieur doit avoir la résistance du bois, l'essence du bois. Parce qu'on a du pain qui est utilisé dans la construction. Est-ce que vous savez par exemple que le risque thermite, c'est un risque qui peut démolir une maison aussi, faire s'écouler la maison sur les habitants? Il y a le risque incendie, il y a le risque thermite, il y a toutes sortes de risques qui rentrent dans la construction. Donc c'est ça le contrôle de qualité. Parfait. Aussi. Ainsi prend fin la 389e édition de la série. Le mot de la fin, une seconde. Bon, le mot de la fin, tout simplement, comme on le disait tantôt, et nous invitons les ingénieurs et architectes qui travaillent dans le pays de venir s'inscrire au Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens parce que c'est la loi qui l'oblige. Ce n'est pas par un bon vouloir, c'est la loi qui l'oblige. Merci. À vous, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, nous vous disons merci, à bientôt. Et à vous, messieurs, félicitations et bon courage. Merci.